je vais commencer. Je suis très heureux d'être parmi vous. Oui, on l'a dit, j'ai eu des petits ennuis de santé et ça va mieux. J'ai eu une amélioration spectaculaire. Bonjour, bonsoir plutôt à toutes et à tous. Je vais même m'autoriser un petit peu d'arabe, salam alaikum, parce que je suis toujours très content d'aller en Algérie où on est merveilleusement accueillis. Suivante. Suivante, Annie, s'il vous plaît. Oh là là. Alors, je suis encombré là avec mon... Voilà, très bien. Bon, voilà. Il faut quand même parler un petit peu de la taille des virus. Nos cellules humaines, elles font en moyenne 10 à 20 millièmes de millimètre. 10 à 20 millièmes de millimètre. La bactérie qui est au centre, elle fait de 2 à 3 millièmes de millimètre. Et le virus qui est à gauche, sa taille s'exprime en, tenez-vous bien, millionième de millimètre. Je dis bien millionième de millimètre. Ils sont tellement petits qu'ils sont invisibles au microscope. Invisibles au microscope. Et un virus, d'ailleurs, on est toujours en peine pour définir les virus parce qu'ils sont à la frontière entre la vie. La vie est composée de cellules. Nous sommes composés de plus de 10 000 milliards de cellules. Une bactérie, c'est une seule cellule. Or, le virus n'est pas une structure cellulaire. Le virus, c'est une information génétique toxique, machiavélique, mais ce n'est qu'une information. C'est le génome viral qui est constitué d'ADN ou d'ARN. Vous voyez à gauche. Il est protégé par une capside et puis il y a l'enveloppe qui est un élément facultatif, c'est-à-dire qu'il y a des virus enveloppés, des virus non enveloppés. Et pourquoi j'en parle? Parce que c'est lié au fait que, en toute rigueur, un virus n'est pas de la matière vivante, mais on ne sait pas très bien ce que c'est un virus. C'est une entité bizarre, sans métabolisme, sans respiration, sans nutrition, sans énergie, et il n'y a rien de plus bizarre, mais ça nous tue quand même. Et l'enveloppe, donc, est au contraire une fragilité. Ça n'est pas du tout un élément de protection. Et on va voir à quoi elle sert. Et vous voyez les petites boules autour de l'enveloppe, eh bien, ce sont les antigènes. Voilà, donc un virus, il faut retenir que ça n'est que de l'information. C'est de l'information sous la forme d'un acide nucléique, soit ARN, soit ADN. Suivante, Annie, s'il vous plaît. Voilà, donc le SARS-CoV-2. Alors, on va voir donc l'intérêt de ce schéma. Il fait la différence entre ce qui se passe après vaccination, notamment vaccination de type ARN messager. Alors, sur les médias, maintenant, on appelle ça un sérum, je ne sais pas très bien pourquoi, mais ça reste quand même, c'est le principe du vaccin, même si, en toute rigueur, ce n'est pas un vaccin. Donc, vous voyez au centre le génome viral, l'ARN pelotonné. Il est entouré, enfin, on voit la structure périphérique, c'est l'enveloppe. L'intérêt de ce schéma, c'est qu'il y a les protéines S, ces fameuses protéines S dont on parle, protéines spike, qui sont reconnues par les récepteurs cellulaires et qui dépassent largement, d'où cette appellation de coronavirus. Mais ce qui est intéressant sur ce schéma, c'est qu'il y a d'autres protéines, d'autres antigènes qui sont à la surface du virus. Celles qui sont en forme de rouge avec deux petits crochets rouges, eh bien ça, ce sont les antigènes de membrane. La membrane, c'est une toute petite couche qui est adhérente à l'enveloppe. Et puis les petits éléments qui sont en orangé, ce sont les antigènes d'enveloppe. Alors quel est l'intérêt de ça? Quand on fait une infection, comme je l'ai fait, comme vous l'avez fait, on va développer une immunité. Et on va le voir, en cas de Covid prolongé, on développe quand même une immunité. Mais on va voir pourquoi elle n'est pas efficace. Eh bien, on s'immunise non seulement contre les protéines S de surface, et qui d'ailleurs prennent racine en profondeur dans la capside, mais aussi contre les protéines de membrane, les petites rouges, et contre les protéines d'enveloppe. Donc, quand on fait l'infection, on s'immunise beaucoup mieux parce que cette immunisation, elle est plus complète. Elle ne cible pas un seul antigène viral, mais plusieurs antigènes viraux. Et puis, il y a encore des protéines de capside contre lesquelles on peut s'immuniser. Alors que les vaccins ARN messager Pfizer, BioNTech et Moderna
eux, ils ne contribuent qu'à une immunisation contre la protéine S uniquement, uniquement. Il n'y a pas d'autre immunisation. Suivante, s'il vous plaît, Annie. Ah, vous êtes obligé, d'accord. Voilà, donc en rouge, ce sont les protéines S, c'est-à-dire les antigènes de surface du SARS-CoV-2 qui donc dépassent largement. Et le virus, il faut retenir qu'il est complètement passif. Pas de locomotion, pas de nutrition, pas de respiration, pas de synthèse. Un virus ne fabrique rien. Il n'a pas de mitochondrie, pas de réticulum, pas d'appareil de Golgi, rien, rien, rien. C'est une entité inerte. Et il est amené passivement grâce aux humeurs, c'est-à-dire le liquide interstitiel, l'air, l'eau, etc. Et s'il a la chance d'arriver, s'il a la chance que l'un de ces antigènes de surface, de ces spicules, arrive au contact d'un récepteur d'une cellule, ce fameux récepteur ACE2, eh bien la cellule va le reconnaître. Et c'est le phénomène d'attachement ou d'adhésion. Et c'est à ce moment-là que tout va pouvoir se faire. Alors on entend souvent dire le virus pénètre, mais en fait il n'a pas d'énergie, donc c'est la cellule qui va l'absorber. Lui, en toute rigueur, il ne fait rien. Suivante, s'il vous plaît, Annie. Ça, c'est la présentation du cycle viral. Bon, il faut quand même savoir comment ça se passe. Donc, le virus, il est passif. Il est amené par les fluides. De deux choses l'une. Soit son antigène de surface, c'est le principal antigène qui compte, hein, l'antigène S, est reconnu par la cellule. Ça veut dire qu'elle possède des récepteurs ACE2. Et à ce moment-là, la cellule l'attache, elle s'accroche au virus. C'est le phénomène d'attachement, d'adhésion. Elle l'absorbe, ensuite elle l'abe avec un B, sorbe, et vous voyez en haut à gauche, c'est une vésicule de phagocytose, la cellule absorbe le virus qui va se retrouver dans le cytoplasme, il n'a rien fait encore, il n'a strictement rien fait. Et la cellule, grâce à une enzyme, la décapsidase, va ouvrir la capside virale et là, elle tombe sur quoi? Eh bien, sur le génome viral, l'ARN du virus. Eh bien, cet ARN, c'est un ensemble d'instructions, mais d'instructions auxquelles la cellule ne peut pas déroger. C'est comme notre ministre, lorsqu'il produit un décret qui nous interdit de prescrire de l'hydroxychloroquine ou un décret qui nous empêche de communiquer, c'est un décret, c'est un texte réglementaire et on ne peut pas y déroger. C'est la même chose. La cellule, elle est dans l'obligation ensuite, elle ne peut pas s'en empêcher de lire ce génome viral et le génome, c'est le plan de fabrication du virus. Et donc, qu'est-ce qu'elle va faire? Bête et disciplinée, elle va se mettre à... Parce qu'elle, elle a tous les éléments, ce qu'on appelle la machinerie cellulaire, elle va se mettre à fabriquer du virus. Et dans le volume d'une cellule, si on compare en volume, parce que là, je vous ai donné les dimensions tout à l'heure linéaires, mais en volume, il faut multiplier ça, il faut la puissance 3. Et en volume, une cellule humaine peut contenir des millions et des millions de particules virales. Et c'est ce que fait cette pauvre virus, cette pauvre cellule. Et oui, c'est tombé sur elle. Elle fabrique des virus, des virus, des virus, des virus. Elle les assemble, c'est elle qui fait tout le travail. Et après, vous voyez en bas, eh bien, elle expulse toutes ces particules virales. Et c'est comme ça que fonctionne l'infection virale. La cellule s'est fait en quelque sorte avoir. Le virus est très content, mais ça, c'est de l'anthropomorphisme. D'ailleurs, à propos de l'anthropomorphisme, je m'amuse souvent parce que dans les médias, on dit parfois la stratégie du virus. Alors, il a telle stratégie, mais c'est qu'un ensemble de molécules. Euh, en fait, ces molécules, elles donnent des réactions, mais parler de stratégie de virus. Hein. Bon, suivante, Annie, s'il vous plaît.
Ça, c'est le même schéma que plus haut, mais un peu plus précis, parce que cette fois-ci, donc ça représente une cellule humaine. Vous avez le noyau et vous avez donc le réticulum endoplasmique à gauche. Et vous voyez toutes les particules virales en bas à droite qui ont été produites en quantité industrielle. C'est vraiment, la cellule devient une industrie à fabriquer du virus. Ce qui est important, c'est que pour le SARS-CoV-2, pour tous les coronavirus, qui sont des virus à ARN positif, et donc à l'ARN, simple brin, tout se place dans le cytoplasme. Donc ça va beaucoup plus vite. Il n'y a pas d'étape nucléaire. Le noyau, il ne sert à rien dans ce travail. Et vous voyez en haut à gauche attachement ou adhésion. Ensuite, la particule virale qu'on appelle le virion se retrouve dans le cytoplasme. La cellule le décapside. Elle va lire le génome et puis en même temps le répliquer. Elle commence à travailler. Elle est vraiment sympathique pour le virus. Et puis ensuite, eh bien, elle va lire les gènes viraux, elle va les traduire en protéines, car les protéines dans le monde vivant, ce sont les molécules nobles. Ce sont les protéines qui constituent l'essentiel de nos structures cellulaires, tissulaires. Les enzymes, ce sont des protéines. Les glucides et les lipides, ça, ce sont des molécules non nobles qui sont indispensables à la vie, mais qui n'ont pas cette position prééminente des protéines. Et en fait, le génome, il code pour des protéines. Mais avec des protéines, enzymes, eh bien, on peut également fabriquer des sucres, des glucides. Voilà. Donc, tout se passe dans le cytoplasme. Suivante, Annie, s'il vous plaît. Ça, c'est le schéma de l'infection. Donc, on est contaminé. Alors, vous savez, on a énormément parlé, les microgouttelettes, les aérosols. Bon, moitié-moitié à peu près par voie respiratoire, moitié par voie cutanée par les mains. Donc, la contamination, l'incubation, 5 à 6 jours. L'invasion, c'est les premiers jours. C'est au moment de l'invasion qu'on a presque toujours un peu mal à la gorge, quelques maux de tête, on est fatigué, on sent qu'il se passe quelque chose. Mais comme le début est très progressif, on ne comprend pas bien ce qui nous arrive. Moi, ça a été mon cas en mars 2020. Je me demandais ce qui m'arrivait. Je n'étais pas en forme, j'étais même un peu confus. J'avais des troubles du goût, de l'odorat. Et puis, à un moment donné, je me suis dit, mais bon Dieu, mais c'est bien sûr, je suis infecté, j'ai la Covid. Donc, alors à la phase d'état, on peut avoir des complications éventuelles. Dans un réseau social, on parlait justement des embolies. Ça peut être des embolies très précoces, même chez les jeunes. La Covid donne des infarctus et des accidents vasculaires cérébraux chez des sujets jeunes et des embolies pulmonaires et puis des manifestations cutanées. Donc on a la phase d'état. Là, nous sommes dans la phase virologique, c'est-à-dire qu'on va retrouver l'ARN dans le rhinopharynx par l'écouvillonnage, c'est-à-dire la recherche par RT-PCR, c'est-à-dire l'avantage, la différence entre la PCR qui sert à détecter l'ADN et la RT-PCR, c'est qu'il faut transformer l'ARN en ADN pour qu'il soit reconnu par les sondes génétiques avec la RT, c'est-à-dire la reverse transcriptase. Donc phase d'état et la guérison médicale. Alors faites attention à ça. Les médecins, nous prononçons la guérison. On dit voilà, bon, vous êtes guéri, il n'y a plus de signes inflammatoires, il n'y a plus de signes cliniques d'évolution. Là, on n'est pas dans la Covid prolongée, plus de signes cliniques d'évolution. Mais ça ne signifie pas qu'on a éradiqué le virus. Et là encore, ça m'amuse beaucoup. On va éradiquer un virus. On va l'éradiquer de la France. Mais un virus, ça ne s'éradique pas. Quand on est guéri, ça veut dire que le système immunitaire a pris le dessus, mais il reste encore des particules virales, c'est évident. Il y en a tellement. Et puis elles peuvent être cachées dans des replis. Le principal, c'est que le système immunitaire ait gagné la partie. Donc on est guéri. Et puis ensuite, la convalescence ou analepsie, qui peut durer longtemps, surtout quand on était en réanimation. Et on commence la phase sérologique, c'est l'apparition des anticorps. Attention, je vois beaucoup de gens qui se font faire des tests sérologiques, c'est les dosages des anticorps, trop tôt, avant qu'ils n'aient pu apparaître. Ça met parfois 3 semaines, parfois 4 semaines à apparaître. Mais au bout de 10 jours, souvent, on n'a pas d'anticorps décelables, c'est-à-dire qu'ils sont en dessous du seuil de détection. Et puis des séquelles plus ou moins durables. Voilà, et donc c'est la phase sérologique. Voilà le schéma de l'infection. Alors ça, c'est la Covid aiguë chez les gens qui sont immunocompétents.
chez lesquels tout se passe bien. C'est à peu près 70% des cas, 60 à 75% des cas, ça se passe bien. Et voilà, donc c'est la Covid aiguë qui guérit. Suivante, s'il vous plaît, Annie. Bon, là, je vais passer très rapidement. C'est l'ensemble des symptômes et des signes. Ce n'est pas ce qui nous intéresse ici. On peut les retrouver à la fois dans la Covid aiguë et dans la Covid prolongée. On dit que c'est une infection, la Covid aiguë, systémique, ou on dit parfois polysystémique. C'est-à-dire qu'elle atteint tout le corps, pratiquement tous les tissus du corps ont le récepteur ACE2, pratiquement tous. Donc le cerveau, les muscles, les tendons, l'os, les muqueuses respiratoires, les muqueuses digestives, les yeux, tout, tout, tout. Voilà. Suivante, Annie, s'il vous plaît. Maintenant, qu'avons-nous à opposer à ce gangster de SARS-CoV-2? Eh bien, c'est notre système immunitaire. C'est notre système immunitaire. Attendez, j'ai perdu mon micro. Je le remets en place. C'est notre système immunitaire. Mais il faut savoir aujourd'hui qu'en 2021, eh bien, le système immunitaire de tout un chacun des Français, eh bien, il n'est pas ce qu'il était dans les années 70-80. C'est-à-dire qu'il est souvent un peu défaillant à cause de tous les toxiques que nous avons dans l'eau, dans l'alimentation. Et c'est pour ça que beaucoup de gens ont une fragilité, une insuffisance immunitaire. Les plaquettes sanguines en haut jouent un petit rôle dans l'immunité, oui. Alors B en haut à gauche, ce sont les lymphocytes B qui vont donner les plasmocytes, qui produisent des immunoglobulines ou anticorps, et les lymphocytes T, alors de deux catégories intéressantes. Les TCD8, ça, ce sont les cannibales. Les TCD8, ce sont des cannibales. Mais vous pouvez couper votre micro, s'il vous plaît. Oui. Les TCD8, ce sont les cannibales, mais des cannibales utiles. C'est-à-dire qu'ils vont s'attaquer, ils vont détruire les cellules, nos propres cellules, dès l'instant où elles expriment à leur surface les antigènes viraux. Ce qui signifie que soit elles sont infectées, soit qu'elles ont reçu les vaccins à ARN messager qu'on a vu tout à l'heure. Donc ça, ce sont les lymphocytes TCD8, les cannibales qui sont spécialisés dans la destruction de nos propres cellules exprimant l'antigène viral. Et puis les TCD4, ça ce sont les colonels. Annie, c'est le général en chef, mais on a les TCD4, ce sont les colonels. Ce sont des lymphocytes T vraiment gradés qui sont chargés de l'organisation du champ de bataille. C'est-à-dire qu'ils coordonnent toutes les cellules immunitaires. Et puis en même temps, ils les activent, c'est-à-dire ce sont des colonels avec des fouets. Voilà, les lymphocytes TCD4. Les monocytes et les cellules dendritiques immatures, alors ça, elles font du petit boulot. Et elles vont s'attaquer au virus également. Et puis, elles vont le digérer, si on veut. Et puis, elles vont exprimer à leur surface les antigènes viraux. Et elles vont les présenter aux lymphocytes. C'est-à-dire qu'elles font le premier travail, c'est le travail de fantassin. Et puis en dessous, vous avez les granulocytes, c'est-à-dire les bons vieux globules blancs, comme on les connaît, qui sont toujours au charbon sur tous les fronts. Voilà. Granulocytes qu'on appelle aussi polynucléaires. Bon, ça c'était dans le sang. Alors à gauche, vous avez ce qui se passe dans les tissus. Eh bien, dans les tissus, on a nos plasmocytes qui sont prêts. Alors, il faut qu'ils aient acquis la mémoire immunitaire et ils vont pouvoir produire des immunoglobulines. Faites attention, l'immunité, ce ne sont pas les anticorps. Souvent, j'entends j'ai des anticorps, tu as des anticorps, je n'ai pas d'anticorps, tu n'as pas d'anticorps. L'immunité, ce n'est pas les anticorps, c'est beaucoup plus que les anticorps. Et c'est tout un ensemble de fonctions, donc à l'immunité acquise, de fonctions qui consistent en une mémoire lymphocytaire. Et cette mémoire lymphocytaire, elle va persister des années, voire toute la vie. Et lorsque l'intrus qui est déjà venu une première fois, le SARS-CoV-2 se représente, eh bien, cette mémoire immunitaire fait que les plasmocytes vont essayer de les bombarder avec des anticorps neutralisants. Ces anticorps vont venir bloquer les antigènes S, mais il y en a d'autres. Et les macrophages, les cellules dendritiques, on a vu qu'elles présentaient des antigènes. Voilà donc schématiquement les combattants.
Suivante, s'il vous plaît, Annie. C'est encore nos combattants, mais avec un peu plus de détails. Alors, ce que l'on appelle l'immunité innée, c'est notre immunité de base qui est toujours prête depuis l'enfance. C'est une immunité qui est indifférenciée. Mais alors, elle n'est pas efficace du tout. C'est une immunité qui ne marche pas. La preuve, c'est qu'on est quand même malade. Si elle marchait, on ne serait jamais malade. Donc, c'est une immunité qui est innée, nous l'avons depuis la naissance, elle est lente, elle est gauche, elle ne sait pas très bien que faire. C'est toute cette armée qu'on a déjà vue tout à l'heure, mais qui n'ont pas encore mis en place tout leur système de renseignement. Donc, ils font ce qu'ils peuvent. Il y a des virus, ils les attaquent et ils vont les présenter aux lymphocytes. Mais cette immunité innée, ce qu'on appelle la réponse immunitaire primaire, elle ne marche pas. La preuve, c'est que nous sommes malades. Et puis ensuite, mais au bout de quelque temps, c'est très très lent. Le système immunitaire est lent, ça il faut le retenir. Au bout de quelque temps, eh bien, les lymphocytes, qui sont quand même des gros travailleurs, ils vont se mettre au travail et ils vont donc analyser toutes les informations du virus et ils vont quand même commencer à mettre en œuvre une immunité adaptée ou adaptative, c'est-à-dire elle est focalisée sur les virus pour ne pas perdre de temps avec des éléments étrangers. Parce qu'au départ, quand un virus arrive dans le corps, eh bien, notre système immunitaire, il ne comprend pas bien ce qui se passe. Parce que tous les virus sont différents. Donc, il se rend compte que quelque chose ne va pas, il y a des cellules qui souffrent, elles portent à leur surface des antigènes étrangers. Les cannibales, ils vont les attaquer, mais ils ne comprennent pas bien ce qui se passe. Il leur faut du temps. Et après, là, lors de l'immunité adaptative, ils sont enfin prêts. Ils sont enfin prêts, mais c'est déjà un peu tard parce qu'il y a eu beaucoup de dégâts faits par les virus. Alors vous voyez qu'il y a deux types d'immunité. Il y a l'immunité humorale, c'est les lymphocytes B qui produisent par les plasmocytes des anticorps. Et puis il y a l'immunité cellulaire selon les lymphocytes, donc les CD8, c'est-à-dire les cannibales dont je vous avais parlé, et puis les CD4, ce sont les colonels et qui donc organisent l'immunité et qui stimulent également les troupes. Et puis, alors les facteurs solubles des cytokines, c'est très très important. C'est très important parce que ces cytokines expliquent beaucoup de symptômes et de signes que l'on ressent dans la Covid prolongée. Que sont les cytokines? Eh bien, ce sont des protéines toxiques qui sont produites par nos cellules immunitaires. Alors, beaucoup en produisent. Et lorsqu'il y a un combat en quelque sorte entre le système immunitaire et un agent infectieux, alors ça peut être une bactérie ou un virus. Ici, c'est un virus. Eh bien, certaines cellules immunitaires vont larguer dans le milieu intérieur ces cytokines et qui vont déclencher des phénomènes inflammatoires, c'est-à-dire dilatation des vaisseaux. Ensuite, les vaisseaux sanguins deviennent poreux, il y a le sérum qui va passer, c'est pour ça qu'il y a de l'œdème, c'est douloureux, et c'est ce qu'on appelle souvent la tempête de cytokines. Mais enfin, bon, ce sont les phénomènes inflammatoires qui sont gouvernés essentiellement par les cytokines. Suivante, s'il vous plaît, Annie. La chronologie maintenant de la réponse virale. Bon, on en a déjà parlé un petit peu. Alors, les interférons, je n'en ai pas parlé. Qu'est-ce que l'interféron? S'il vous plaît, coupez vos micros. Qu'est-ce que l'interféron? Est-ce que vous pourriez couper vos micros? Merci. L'interféron, ce sont des messages. Donc, quand une cellule est infectée, alors mettons la première, et elle est infectée par un virus, elle se dit, je me suis fait avoir, ça y est, mais je vais alerter les autres. Alors donc, elle produit l'interféron, c'est un message qui va alerter les autres cellules. Attention, attention, il y a un virus dans les parages, je me suis fait avoir, je vais bientôt mourir, mais vous, sachez vous protéger contre ce virus. Les cellules NK, c'est en fait les commandos, on n'en a pas beaucoup parlé, ce sont les commandos, ce sont des lymphocytes ni B ni T, mais c'est les commandos, ce sont les troupes qui vont se sacrifier, ce sont des kamikazes, ils sont en première ligne et ce sont des cellules tueuses.
Elle tue tout ce qui se présente devant elle. Et parfois, évidemment, elle tue nos propres cellules. Et vous voyez que pendant tout ce temps-là, c'est la courbe, il y a une réplication virale. Alors sur ce schéma, c'est celui d'une Covid aiguë, la réplication virale cesse complètement. Donc ça veut dire qu'il y a une guérison. On n'est pas dans le cas de la Covid prolongée. Et puis les lymphocytes T, les bons vieux lymphocytes T qui sont lents à la réaction, comme je l'ai dit, et les CD8 qui sont les cannibales, eh bien ils apparaissent, vous voyez, il faut des jours. Et puis quand ils sont enfin prêts, ben, il est trop tard parce que de deux choses l'une, soit l'infection est terminée, soit au contraire, elle évolue de façon chronique. Suivante, s'il vous plaît. Alors, oui, attendez, il y a encore la courbe, les anticorps. La courbe de gauche, ce sont les anticorps, les immunoglobulines qui montent. Alors, faites attention avec les immunoglobulines, les anticorps, parce que beaucoup de gens croient que lors de la réponse immunitaire primaire, c'est-à-dire lors du premier contact avec un agent infectieux, ce sont des IgM et des IgG, et que lors de la réponse secondaire, ce sont des IgG. Eh bien non, il y a toujours un peu d'IgM lors de la réponse secondaire. C'est-à-dire que la présence, la mise en évidence d'IgM ne signifie pas forcément que ce n'est pas une infection primaire. Oui, la présence d'IgM ne signifie pas, pardon, que c'est forcément une infection primaire. Une infection primaire. On retrouve des IgM, mais en petite quantité, dans l'infection secondaire. Suivante, Annie, s'il vous plaît. Voilà. Donc, la Covid prolongée et la persistance virale, ça c'est simplement le titre. Vous passez directement à la suivante. L'évolution d'une infection virale. Donc, mais c'est comme avec les infections bactériennes, sauf qu'avec les virus, c'est quand même beaucoup plus schématique. On a ce qu'on appelle l'infection aiguë résolutive. C'est le schéma que j'avais présenté tout à l'heure. C'est une infection qui guérit complètement. Avec la Covid aiguë, on pense qu'il y a 70 à 75% des gens qui font la Covid aiguë, alors post-symptomatique ou pas, mais qui font la Covid aiguë et qui va guérir complètement. Mais ça ne veut pas dire que le virus est éradiqué. Ça veut dire qu'il est dominé. C'est tout à fait différent. Et donc, on se remet. Ensuite, le deuxième cas de figure, c'est l'infection qui ne guérit pas et évolue de façon chronique. Nous sommes dans le cas de la Covid prolongée. Selon moi, il y a lieu d'interpréter la Covid prolongée comme une infection virale qui évolue sur un mode chronique. On a la même chose avec d'autres virus, le virus de l'hépatite B, le virus de l'hépatite C, le virus du sida, et il y en a d'autres qui évoluent de façon chronique. Quand une infection évolue de façon chronique, ça veut dire que le système immunitaire n'a pas été à la hauteur. C'est ça. Mais il ne faut pas s'en étonner. Hein. Moi, j'ai de la chance, j'ai de la chance, non, j'ai pris rapidement en mars 2020 ce qu'il fallait, encore que ma pharmacienne m'a dit « Ah non, monsieur Gaillet, vous n'aurez pas d'hydroxychloroquine ». J'ai reçu un décret du ministre qui interdisait, donc c'était en mars 2020, qui interdisait d'en délivrer, elle me connaît très bien, à d'autres malades que ceux qui en prenaient déjà avant la Covid pour un lupus érythémateux disséminé ou une polyarthrite rhumatoïde. Alors j'ai quand même trouvé ça fort de café. Elle n'a pas voulu me vendre de l'hydroxychloroquine et c'est un de mes patients qui est venu m'en apporter. J'ai vu quelqu'un sonner à ma porte, un vrai Robocop avec une combinaison de cuir, des bottes, un casque intégral et il m'a tendu la boîte d'hydroxychloroquine avec un énorme gant en cuir. Troisième cas de figure, c'est l'infection qui semble guérir, mais évolue de façon latente. Donc c'est la latence virale qui est différente de l'évolution chronique. Donc quand on a une latence virale, ça signifie qu'il n'y a plus d'infection aiguë, que le virus est toujours là. Mais évidemment, dans l'infection chronique, il est toujours là aussi. Mais dans l'infection chronique, il y a toujours une réplication, une production de particules virales. Alors que dans la latence virale, le virus n'est plus là complètement, on n'a plus le virion, mais on a uniquement son génome. Mais à partir du génome, on peut tout reconstituer. Et il est dans le cytoplasme des cellules, sous forme qu'on appelle parfois des épisomes. Enfin, les épisomes, c'est plutôt de l'ADN, là c'est de l'ARN, mais il y a simplement son ARN. Et la cellule le garde, parce qu'il n'est pas agressif, donc ça se passe bien. Il y a une cohabitation entre
le génome viral qui est dans le cytoplasme et puis la cellule, et la cellule peut garder ce génome viral pendant des jours, des mois et des années. Et puis à un moment donné, et faites attention, parce que les défenses immunitaires sont affaiblies, et un choc émotionnel affaiblit les défenses immunitaires et peut favoriser cela, eh bien, lorsque le système immunitaire s'affaiblit, on passe de la latence à une réactivation, et donc il y a une reprise de l'infection. Et c'est ça donc ce qui se passe. Donc dans les deux cas, on a une persistance virale. Le deuxième cas, c'est chronique, et le troisième cas, c'est la latence. Suivante, s'il vous plaît, Annie. Les types de mort cellulaire en cas d'infection virale. On a donc la nécrose. Alors la nécrose, c'est le processus de mort cellulaire qui est passif non contrôlé. Tout à l'heure, je vous ai parlé de commando, c'est les lymphocytes NK, c'est les tueurs. Eux, ils tuent à peu près tout ce qui se présente à eux. Évidemment, de temps en temps, ils tuent des cellules. C'est nos cellules, c'est le prix à payer. Il y a les lymphocytes qui sont donc des CD8, c'est les cannibales, ils vont aussi tuer des cellules. Et puis, bon, mais ça n'a rien à voir. Il y a aussi des cellules qui meurent en raison de produits toxiques. Parfois, les cytokines qui sont larguées dans le milieu intérieur sont tellement puissantes qu'elles vont agresser fortement nos cellules. Donc ça, c'est la nécrose, où on parle aussi de lyse, L-Y-S-E, lyse cellulaire. Il y a l'apoptose. C'est un processus de mort cellulaire qui est actif, c'est programmé. Et c'est généralement, bon, il y a plusieurs situations d'apoptose, mais quand une cellule se sait condamnée, bon là je fais un peu de l'anthropomorphisme parce qu'elle se sait condamnée, elle est infectée par un virus, elle se rend compte, il n'y a pas de conscience, elle se rend compte qu'elle ne s'en sortira pas, et donc elle se prépare en quelque sorte à mourir. Et c'est l'apoptose. Il y a d'autres circonstances d'apoptose. L'apoptose désigne une ou plusieurs, bien sûr, de nos cellules qui, en quelque sorte, s'autoprogramment leur mort. Hein. C'est un petit peu comme les gens qui sont dans un état désespéré en soins palliatifs et qui vont avoir une mort assistée en Suisse ou en Belgique. Et puis il y a l'autophagie. C'est un processus activé par certains stress cellulaires. On parle de stress du réticulum endoplastique, stress des mitochondries. Ce sont des organites que nous avons dans nos propres cellules. Et quand ils sont très stressés, ils vont pouvoir conduire à une mort cellulaire. Et donc, évidemment, ça vous vous en doutez, quand on est infecté par un virus, on a beaucoup de cellules qui meurent. Sinon, il ne se passerait rien. Et donc, on a ces trois types de morts. Alors, beaucoup de virus nus sont lytiques, c'est-à-dire donnent une nécrose. On a vu le cycle viral tout à l'heure, et donc les virus nus, ça veut dire qu'ils n'ont pas d'enveloppe, comme le virus de la polio. Si vous avez regardé tout à l'heure en bas, c'était marqué la polio. Leur infection de la cellule va entraîner la mort cellulaire très rapidement. C'est la nécrose, c'est la lyse cellulaire. On appelle ça un cycle lytique. Et bien entendu, il y a donc beaucoup de cellules qui meurent dans ces conditions. Et ça représente ce qu'on appelle la virulence des virus, c'est-à-dire les virus qui entraînent la mort des cellules. C'est ça la virulence. Les virus enveloppés, comme notre SARS-CoV-2, ils induisent plutôt une mort cellulaire par apoptose. C'est-à-dire que, oui, parce que ce que je ne vous ai pas dit, c'est que les virus enveloppés, eh bien, il faut bien que quand ils sont terminés, ils retrouvent une enveloppe. Eh bien, cette enveloppe, ils l'empruntent généralement à la membrane plasmique externe de la cellule quand ils sortent de la cellule. Mais pour que ça marche, il faut que la cellule soit encore en vie. Donc, les virus nus, eux, ils n'ont pas besoin de ça. Donc, ils sont dans la cellule et puis la cellule explose. Mais comme ils n'ont pas besoin d'enveloppe, ils sont tout de suite prêts. Alors que les virus enveloppés, il ne s'agit surtout pas que la cellule meure, parce qu'ils ont encore besoin de s'entourer de la membrane plasmique pour former leur enveloppe. Et donc, cette apoptose est parfois précédée d'un processus d'autophagie. Suivante, s'il vous plaît, Annie. On a donc trois schémas d'infection.
Le premier schéma, eh bien, c'est l'infection aiguë, c'est l'infection résolutive, c'est la Covid aiguë qui guérit. Alors, ça peut être au bout d'un mois, un mois et demi. Je sais qu'en mars, j'ai quand même, je me suis arrêté plus de 3 semaines, hein. Ça a mis du temps à guérir, mais parce que je n'avais pas eu le traitement complet dès le début. Plus on le prend précocement, plus c'est efficace. C'est ce que j'ai fait lundi, j'ai pris tout de suite et ça a été spectaculaire. Donc les signes cliniques, une production virale, la réplication virale s'arrête, mais faites attention à ce que je vous ai dit, ça ne veut pas dire qu'on a éradiqué le virus. Quand j'étais petit, je n'étais pas grand, mon père était médecin généraliste à la campagne, et puis un jour je lui ai dit, papa, ça y est, j'ai compris, quand on a une infection virale et qu'on est guéri, ça veut dire on s'est débarrassé de son virus et on l'a transmis à une autre personne. La production virale, dans le deuxième cas, au milieu, c'est l'infection latente. Donc, regardez bien ce qui se passe. On a des signes cliniques, c'est donc la Covid aiguë en quelque sorte. Et puis, à un moment donné, vous voyez que la courbe noire, elle touche l'axe des abscisses. Ça veut dire que la production virale s'arrête. Et si la production virale s'arrête, on n'a plus de signes cliniques. Je crois qu'il faut quand même qu'on finisse par comprendre que les symptômes et les signes cliniques sont liés à une infection virale, à une production de particules virales de virions. Et donc, on entre en phase de latence. Et puis, cette phase de latence, elle peut donner lieu à une réactivation. Et vous voyez la petite vague ensuite, signe clinique. Ensuite, la courbe noire ne touche pas complètement l'axe des abscisses. Donc, on n'est pas en latence complète. Et puis, ça reprend. Et donc, ça, c'est un type évolutif qui ressemble beaucoup à ce que l'on voit dans certaines formes de Covid prolongée, c'est-à-dire une évolution par vague. On a différents types évolutifs dans la Covid prolongée. Il y a des gens qui ont très peu de signes au début et puis au bout d'une semaine, 15 jours, 3 semaines, sont très malades. Alors qu'ils se souviennent très bien, ils se souviennent très bien que quelque temps avant, ils avaient eu mal à la gorge, un peu de toux, un peu de fièvre, et puis c'était rentré dans l'ordre, mais c'était très peu. Et puis ensuite, ils se rendent compte qu'ils deviennent malades, et même très malades, et puis ça ne quitte plus. Il y a ceux qui évoluent par vagues, et puis il y a ceux qui ont une très longue période de rémission et donc ont leur infection qui reprend. Vous pouvez relever un petit peu, Annie, s'il vous plaît, qu'on voit la troisième courbe. Voilà, c'est parfait. Et puis l'infection chronique, eh bien l'infection chronique, bon, c'est quand même plus typique, celle de la Covid prolongée. Et donc une phase, il y a une amélioration. Alors beaucoup de patients disent, ah, c'est bizarre, il y a des jours je me sens bien, il y a des jours ça va pas du tout. Puis alors il y a des jours j'ai l'impression que je suis guéri. Et puis 2 jours après, paf, ça reprend. Ben, c'est ça, malheureusement. C'est-à-dire qu'on a une évolution cyclique, mais on n'en connaît pas tous les paramètres. Bon, il y a certainement des hormones, il y a certainement la qualité du sommeil, il y a les repas, il y a le microbiote intestinal, il y a beaucoup de choses qui entrent en ligne de compte. Mais c'est comme ça, il y a cette évolution cyclique, on le sait, mais on ne fait que la constater avant d'avoir fait des études complémentaires. Suivante, Annie, s'il vous plaît. Ce qui n'est pas une Covid prolongée, les séquelles de la réanimation et guérison. Alors, surtout ceux qui ont été réanimés en mars et en avril, on les a intubés, on les a ventilés. Parfois, on les a ventilés avec une pression positive en fin d'expiration. C'est une catastrophe. Et on sait que c'est le contraire de ce qu'il fallait faire, parce que souvent ces gens avaient des thromboses, des artérioles pulmonaires, voire des micro-embolies, et qu'on les a aggravés avec les techniques de réanimation qu'on emploie habituellement pour les syndromes de détresse respiratoire aiguë. Et alors, les gens qui sortent de réanimation, bah évidemment, oui, on les a sauvés, ils sont en vie, mais ils sont perclus de douleur, ils doivent réapprendre à marcher, à manger, à parler, à chanter, enfin c'est affreux. Et là, ce sont des séquelles, c'est-à-dire que ça n'évolue plus, mais c'est très très sévère quand on sort d'un mois et demi de réanimation. On est vraiment très mal en point. Ensuite, donc ça, la première ligne, ce n'est pas de la Covid prolongée. Je n'arrête pas de dire qu'il faut arrêter de parler de syndrome post-Covid. Il n'y a rien à faire, c'est plus fort que la haute autorité de santé, les médecins qui font de la réadaptation chez les Covid, ils ont toujours besoin de parler de post. Non, la Covid prolongée, c'est une infection qui continue. Il y a une persistance virale.
les séquelles d'une forme sévère sans réanimation, c'est-à-dire des gens qui ont fait une forme, la réanimation sont les formes graves, mais il y a des gens qui ont fait une forme sévère, qui ont eu de l'oxygène à domicile, qui ont une dyspnée parfois qui persiste, mais ce sont des séquelles. Quand on dit séquelles, ça veut dire qu'il n'y a plus d'évolution infectieuse. Donc ça n'est pas de la Covid prolongée. Et puis une Covid qui évolue depuis moins de 2 à 3 mois, bon, il n'y a pas de définition précise, mais on s'en fiche complètement des définitions. Est-ce que c'est à partir de 3 mois? C'est à peu près de cet ordre-là. Voilà, au bout de 3 mois, on se dit, bon, ça va pas, ça ne va plus. Le système immunitaire n'arrive pas à contrôler la situation, ça traîne, ça se pérennise, et c'est là qu'on va parler de Covid prolongé. Voilà. Suivante, Annie, s'il vous plaît. Alors le Covid long, maintenant on commence à beaucoup en parler, mais il faut se battre absolument pour qu'on cesse de dire syndrome post-Covid, état post-Covid, syndrome subjectif. Alors ça, il n'y a rien qui m'énerve plus. Syndrome subjectif après une Covid, il n'y a rien à faire, il faut qu'il vous colle du psychosomatique. J'en ai assez du psychosomatique. Le psychosomatique, c'est une pure invention. Ça n'existe pas. C'est la conséquence de ce Sigmund Freud, qui était un génie. Hein. Sigmund Freud était un génie. Mais sa théorie psychanalytique a conduit à la théorie psychosomatique, et maintenant les médecins, chaque fois qu'ils ne savent pas quelque chose, c'est du psychosomatique. Mais c'est scandaleux, c'est scandaleux. Donc le Covid long, appel de l'OMS, c'est grave. Pourquoi c'est grave? Déjà, ça touche beaucoup de gens, et pendant longtemps, on ne savait pas quoi faire. On ne savait pas quoi faire. Il y a des gens comme l'équipe de réadaptateurs, de médecins de médecine physique à Paris qui faisaient qui en font toujours, la réadaptation musclée. Et ça, c'est le contraire de ce qu'il faut faire. Dans la Covid prolongée, il faut une réadaptation douce, douce. Parce que si on force un petit peu, eh bien, on aggrave au contraire. Et beaucoup de patients m'ont dit, j'ai été en réadaptation, on m'a fait faire des exercices, et après, c'était pire qu'avant. C'était pire qu'avant. Et récemment, une patiente m'a dit, un simple massage de kinésithérapeute l'a aggravé. Le corps est comme en feu dans la Covid prolongée. Et il faut le chouchouter, il faut le respecter, il faut le traiter avec douceur, rien de violent, progressif, tout doux, tout doux, tout doux. Alors le Covid long doit être une priorité avec la plus haute importance pour les pays affectés par la pandémie. Oui, on ne sait pas très bien ce qu'il en est dans les autres pays. Suivante, Annie, s'il vous plaît. Merci Annie. La Covid prolongée vue par l'OMS. Donc en février 2021, le professeur Martin McKee, qui travaille au laboratoire européen des systèmes politiques de santé et qui est rattaché à l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, a dit ceci. Nous commençons à comprendre pourquoi ces symptômes. Donc bon, j'insiste quand même sur le plan terminologique. Ce qu'on appelle un symptôme, c'est quelque chose que l'on ressent, mais qu'un observateur extérieur ne peut pas constater. Il ne peut pas le voir, il ne peut pas le photographier, il ne peut que nous écouter. Voilà. Mais je suis scandalisé quand j'apprends que des médecins refusent de prendre en considération des symptômes. Nous commençons à comprendre pourquoi ces symptômes, parce que ce sont beaucoup de symptômes, il y a aussi des signes dans la Covid prolongée. Eh bien, des signes tout simplement, la dyspnée d'effort, dyspnée de repos, des signes cutanés. Et parfois, on a des troubles électriques du cœur, on a une dysautonomie, c'est-à-dire que pour un effort, la fréquence respiratoire ne va pas être adaptée à la fréquence cardiaque. Il s'agit notamment d'une persistance du virus, donc il le dit bien. C'est maintenant certain, dans la Covid prolongée, il y a une persistance virale. Mais si, de deux choses l'une, soit on a des latences, c'est-à-dire qu'on n'a plus de symptômes, on est en rémission, et à ce moment-là, on est en latence virale, mais il y a une persistance du virus quand même, soit on a toujours des symptômes et des signes qui évoluent, et à ce moment-là, c'est une infection chronique. Persistance du virus dans certaines parties du corps non accessibles au système immunitaire, comme le cerveau. Parce que le cerveau
Ben, c'est notre organe noble. Ce qu'on appelle les organes nobles, c'est le cerveau, le cœur, le foie, les reins, hein. Et le cerveau, c'est vraiment l'organe noble par excellence. Et il est très bien protégé par les méninges. Il y a ce qu'on appelle la barrière hématoméningée. Tous les antibiotiques ne passent pas, et c'est ça le problème. Et effectivement, il n'y a pas beaucoup d'immunité dans le cerveau, parce que comme c'est une vraie forteresse avec les méninges, et bien les cellules immunitaires, eh bien, elles attendent à la porte, mais elles ne pénètrent pas. Et donc, quand le virus, parce que le virus, lui, il est tellement petit que rien ne l'arrête, rien ne l'arrête, hein. Et donc, il va se retrouver dans le cerveau. Il y a de l'inflammation cérébrale. Quand on fait, alors les deux examens d'imagerie fonctionnelle qui permettent de montrer des lésions cérébrales, c'est le PET scan et c'est l'IRM fonctionnel. Voilà. Et on voit des zones où il y a un hypométabolisme, les zones de souffrance. Hypométabolisme, ça veut dire qu'il y a une souffrance, hein. Ce sont des structures cérébrales en souffrance, ce qui explique le brouillard mental, le brouillard cérébral, les troubles de mémoire, les difficultés à terminer une phrase, les difficultés à se concentrer. Et c'est tout ça ces symptômes sont liés à une inflammation des structures cognitives du cerveau en rapport avec l'infection virale. Et aussi des organes tels que le cœur, le poumon, bien sûr. Dans la Covid prolongée, il y a presque, quand même très très souvent, presque toujours une dyspnée, au moins une dyspnée d'effort. Et puis le cœur, il y a très souvent des troubles de la fréquence ou du rythme. Et puis le pancréas aussi, avec la possibilité de donner un diabète un peu comme le diabète de type 1, c'est-à-dire une destruction des îlots de Langerhans. Et puis alors des thrombus sanguins, c'est ça surtout. Dans la Covid prolongée, cette persistance virale, les virus persistent dans les vaisseaux, puisqu'on a vu que les récepteurs ACE2 étaient très abondants dans les vaisseaux, l'endothélium. Et Claude Escarguel disait tout à l'heure qu'avec mon ami Christian Perron, ils étaient en train de faire un travail, félicitations à vous, pour essayer de rechercher cette saleté de SARS-CoV-2 dans l'endothélium des capillaires, des petits vaisseaux. Et on va le trouver, c'est à peu près sûr. Il est là. Et c'est lui qui crée tous ces désordres vasculaires qui vont donner des thromboses, qui vont activer encore les cellules immunitaires, et puis éventuellement un accident vasculaire cérébral. Suivante, Annie. Suivante, s'il vous plaît, Annie. Voilà, merci. Voilà, c'est la dernière diapositive. Bon, c'est le pourquoi fait-on une SARS-CoV prolongée? Parce que on n'a pas un système immunitaire qui est vraiment performant. Il n'est pas au top, comme on dit. Pourquoi il n'est pas performant? Eh bien, il y a bien des raisons à cela. J'ai constaté que beaucoup de personnes qui développaient une Covid prolongée étaient des personnes qui étaient hyperactives, enfin pas hyperactives au sens du TDAH, au sens de Sarkozy, hein, qui qui étaient des gens qui étaient plutôt euh, débordés en permanence, surmenés. Ça se vient souvent chez des gens qui en font trop, qui ont des journées très remplies, qui n'arrêtent pas. Et c'est peut-être une des raisons pour lesquelles ça se rencontre surtout chez la femme. Parce que bon, la femme n'arrête pas. Elle travaille. Et donc, elle bosse au travail. Elle se dépêche ensuite à faire les courses, rentrer chez elle. Et puis chez elle, il y a encore beaucoup de travail qui l'attend. Et donc, il y a un surmenage chronique qui fatigue le système immunitaire. C'est connu. Et parfois, il s'ensuit un manque de sommeil. Or, le sommeil est essentiel pour l'immunité. Il y a une réparation de tout le corps pendant le sommeil. Quand on dit sommeil réparateur, ce n'est pas uniquement une formule langagière, c'est la réalité. Pendant le sommeil, le cerveau se répare, mais aussi tout le corps et le système immunitaire. Donc souvent, j'ai constaté des personnes en suractivité qui travaillent beaucoup, qui ne sont jamais fatiguées, qui ne s'écoutent pas, sans doute qui ne dorment pas assez,
qui mangent peut-être avec insuffisamment de soins, qui travaillent énormément. Et puis, il y a aussi beaucoup de personnes qui sont carencées en vitamine D, puisque la vitamine D est essentielle à l'immunité, on le sait très bien maintenant, carencée en vitamine D, en zinc, et puis éventuellement en vitamine C. La vitamine A aussi, on l'oublie, elle intervient aussi dans l'immunité. Et donc, ça, c'est l'homme, c'est l'être humain de droite qui a un bon système immunitaire. Vous voyez son microbiote intestinal qui est riche, qui est diversifié. Et voilà. Et à gauche, eh bien, c'est la personne qui a un système immunitaire qui n'est pas en bon état. C'est un petit peu, il faut le rapprocher du microbiote intestinal, hein, qui lui, alors bon, c'est très à la mode le microbiote maintenant. Mais le microbiote, on sait très bien qu'il interagit avec beaucoup d'organes parce que les bactéries du microbiote, ça fait à peu près 1,5 kg à 2 kg de bactéries. Il y a à peu près 150 à 200 espèces différentes. On sait que ces bactéries produisent, là encore, des peptides qui sont excrétés dans le milieu intestinal, qui vont être absorbés et qui vont passer dans le corps. Et ces petits peptides bactériens vont avoir une interaction sur nos glandes et même sur nos neurones et sur certaines glandes endocrines. Mais tout est étudié dans le microbiote, hein. Une fois qu'on a dit ça, ben on n'a rien dit. Mais on sait quand même aujourd'hui que plus il est riche, plus il est diversifié, et mieux on se porte. Et je dis toujours, pour moi, le meilleur probiotique, c'est la salade verte. Parce qu'avec la salade verte, vous avez le prébiotique, c'est-à-dire la cellulose, la bonne cellulose, ce qui va donner du foin à manger aux bactéries. Et puis, la salade verte, ben, elle est recouverte de bonnes bactéries, des bactéries environnementales qui ne demandent qu'à coloniser notre microbiote. Et à gauche, c'est la personne infectée. Donc voilà, donc s'il faut retenir, c'est que maintenant la persistance virale, elle est certaine, hein. On l'a montré grâce aux travaux de Claude Escarguel, Christian Perron et puis et tous les autres. Eh bien, on en saura plus dans quelques mois. Ils nous diront comment se comporte le virus, notamment dans les formes prolongées, et on en saura plus sur la façon de le combattre parce que ce n'est pas simple. Ce virus chinois est une vraie saleté. Je vous remercie de votre attention. Vous m'entendez, Annie? Oui, Voilà, oui, oui, voilà, bon, très bien. Donc, merci, il docteur. ne faut pas se laisser enfermer dans le psychosomatique, le psychogène, les troubles somatoformes, vous somatisez. Ce n'est pas. On parle de plus en plus maintenant de la médecine fondée sur les preuves. Mais qui peut me prouver qu'une pensée toxique va entraîner des brûlures de la plante des pieds? Personne. C'est complètement idiot cette affaire de somatisation, de troubles psychogènes. Il n'y a jamais eu la moindre preuve. En fait, c'est un diagnostic subterfuge quand les médecins ne savent pas quoi dire. Bah, qu'ils aient au moins la simplicité de dire, oui, vous avez une grande richesse de symptômes, vous êtes mal, je ne sais pas les expliquer, on va faire des examens. Dans la Covid prolongée, bon, ça, je ne vous apprendrai rien, hein. Les gens, ils viennent généralement avec... alors, je me souviens de l'époque où on n'avait pas de numérique, hein. On avait des dossiers qui faisaient 2 kilos avec, par exemple, vous pouvez avoir 30 radios, 3 IRM, 4 scanners, 5 ou 6 échographies et des examens biologiques en veux-tu, en voilà. Alors maintenant, il y a des médecins qui dosent dans le sang des choses, mais invraisemblables. Enfin, je ne sais pas très bien quels renseignements ils peuvent en tirer. Le problème, c'est quand on demande plein d'examens biologiques, après, on peut être en difficulté pour les interpréter. Moi, ça m'arrive souvent. On m'envoie des gens, voilà, il y a une trentaine d'examens biologiques. Qu'est-ce que vous en pensez? Ben, écoutez, il y a des choses que j'ai jamais fait doser. Je ne sais pas très bien ce que ça peut nous apprendre. Et alors, on en est là maintenant dans la Covid prolongée. Ah là oui, alors les examens ne montrent pas grand-chose, hein, et donc, alors, les examens n'ont rien montré. Déjà, ça, c'est faux. C'est pas que les examens n'ont rien montré, c'est que les examens n'ont pas montré de choses significatives. C'est déjà différent, hein. Après, bon, il n'y a rien de bien significatif dans votre dossier, donc vous n'avez rien. Non, mais ça, c'est la phrase qui tue. Moi,
je serais prêt à commettre un acte de violence en entendant cette phrase-là. Vous n'avez rien. Les personnes viennent voir le médecin parce elles sont malades, elles souffrent. Vous n'avez rien. Ça, c'est la médecine Docteur Knock, Jules Romain. Ça vous chatouille ou ça vous gratouille. C'était dans le roman Docteur Knock de Jules Romain. Et le Docteur Knock, c'était un faux médecin qui n'avait jamais fait d'études de médecine. Et puis alors, évidemment, il portait des diagnostics complètement farfelus. Ben c'est ça, hein, vous somatisez. Ça, c'est du Docteur Knock. Je suis désolé. C'est pas de la médecine du 21e siècle. C'est la somatisation. Et alors, le pire, c'est que les psychiatres y croient. Hein. Et alors, j'ai lu des articles sur les maladies psychosomatiques. Alors, il faut intervenir des raisonnements dans lesquels on retrouve des structures cérébrales, etc. Mais c'est purement spéculatif, c'est purement construit. Il n'y a pas la moindre preuve. Il n'y a pas la moindre preuve. Il faut absolument se battre et il serait temps qu'on en finisse avec ces histoires de somatisation. Et je trouve ça, c'est un scandale innommable. Parce que moi, je me suis rendu compte que c'était une maladie qu'on trouvait dans toute la France. Je ne sais pas, vous n'avez rien, vous somatisez. Non, mais attendez. Et alors, les gens, en plus, ils sont encore plus malades qu'avant. Parce qu'ils savent très bien que c'est leur corps qui est malade. Mais du coup, quand ils se font traiter comme ça, maintenant, on a convenu entre nous d'appeler ça de la maltraitance de patients par des médecins. Voilà. Il ne faut pas avoir peur de cette expression, la maltraitance de patients. Vous somatisez, c'est psychogène, c'est psy. Alors c'est encore pire quand les médecins disent c'est psy. Entre eux, ils disent « Oh, j'ai vu ta patiente, c'est psy ». Hein, tout ça, c'est du vécu. Si je vous en parle, c'est psy. Je n'ai rien trouvé. Alors, parce que les gens ont beaucoup de symptômes. Voilà. Et alors, récemment, une patiente avait dit, je crois sur un groupe social, un médecin lui avait dit, écoutez, vous avez tellement de symptômes que ça ne correspond à rien. Donc, c'est psy. Voilà. Ah, c'est formidable, hein? C'est un raccourci saisissant. Vous avez trop de symptômes pour que ça ressemble à une maladie. Voilà. Donc, la persistance virale est certaine et donc ça doit déboucher sur des traitements antiviraux. Alors, le problème actuellement, hein, vous le savez, c'est le problème de l'industrie pharmaceutique. C'est-à-dire que la Covid-19 constitue une aubaine exceptionnelle pour l'industrie pharmaceutique. C'est une circonstance qu'on ne retrouvera pas avant des décennies. Donc, l'industrie pharmaceutique fait feu de tout bois pour réaliser les profits maximaux. Et ces profits maximaux, eh bien, ils les réalisent avec des produits qui se vendent à 900 € le flacon et pas 7,50 €. Et finalement, beaucoup de gens ont cru qu'il y avait une guerre contre Raoult, mais ce n'est pas Raoult qui est en cause, c'est l'hydroxychloroquine. Et si on s'est battu sur l'hydroxychloroquine, c'est-à-dire que c'est l'industrie pharmaceutique qui s'est battue pour qu'on dise que l'hydroxychloroquine était inefficace, jusqu'à payer une étude dans le Lancet complètement falsifiée. Hein. Et moi, je me suis fait traiter de charlatan parce que j'ai essayé d'y voir clair avec l'hydroxychloroquine. On se bat contre le repositionnement thérapeutique de vieilles molécules qui ne rapportent rien. Et le pire, c'est que Sanofi, qui est le laboratoire qui commercialise l'hydroxychloroquine, a lui-même dit que l'hydroxychloroquine n'avait aucun intérêt dans la Covid et qu'il ne fallait plus en faire. Et même maintenant, le laboratoire qui commercialise le stromectol, c'est la forme principe de l'ivermectine. Le laboratoire lui-même, je crois que c'est UCB, il me semble, a dit l'ivermectine n'a aucun intérêt dans la Covid. Le sujet est clos. C'est le laboratoire qui l'a dit lui-même. Nous avons tout examiné. Ça n'a aucun intérêt. Vous pouvez l'oublier. Alors qu'aujourd'hui, l'ivermectine, elle est donnée à des milliers d'Indiens avec grande satisfaction et dans d'autres pays aussi. Donc, l'industrie pharmaceutique a fait la guerre aux vieilles molécules qui marchent, alors plus ou moins bien. L'ivermectine est plus efficace que l'hydroxychloroquine, qui marche plus ou moins bien, mais qui ne rapportent rien. Ce qu'il faut, c'est des produits qui se terminent par vir, comme le remdesivir, entazivir, etc. Et c'est des médicaments qu'on vend très cher. Il faut savoir que lors de l'autorisation de mise sur le marché d'un nouveau médicament,
le prix de vente n'a rien à voir avec le prix de fabrication, mais rien à voir. C'est un prix qui est négocié. Or, comme l'industrie pharmaceutique a les moyens de se payer des gens très compétents, les médecins sont très très bien payés, elle est très habile pour négocier des prix le plus haut possible auprès des instances d'AMM qui fixent les prix en faisant des calculs économiques. Ah oui, avec ce médicament, vous allez économiser tant de journées d'hospitalisation, c'est ça. Mais c'est des calculs qui sont extrêmement critiquables, mais ils sont bien présentés sur du papier glacé, un beau dossier avec des statistiques, plein de références, et allez-y. Et c'est comme ça que eh bien, les autorités se font avoir et que des flacons d'antiviraux sont mis sur le marché à un prix extrêmement élevé. Et c'est comme ça. Et maintenant, je pense que vous l'avez remarqué, là, vis-à-vis de la Covid-19 et peut-être dans les formes prolongées, maintenant on essaye de caser les anticorps monoclonaux. Mais c'est pareil, ce sont des produits très coûteux qui, bien sûr, sont encore protégés par un brevet, donc ils ne sont pas tombés dans le domaine public, et on les vend très très cher, très très cher. Et voilà, c'est ça. C'est la guerre de l'industrie pharmaceutique contre les vieilles molécules efficaces qu'il faut absolument faire disparaître du paysage. Et ces vieilles molécules, c'est l'hydroxychloroquine, c'est la clarithromycine, c'est l'azithromycine, c'est la roxythromycine, c'est l'ivermectine, tout ça c'est des vieilles molécules qui valent, bah, quand on achète une boîte de Stromectol, je ne sais pas combien ça coûte, 2,10 € au maximum, enfin c'est rien du tout. Voilà, Alors, donc oui, allez-y Annie. une question, docteur. Cette persistance virale, peut-on s'attendre à ce qu'elle diminue progressivement ou faut-il absolument prendre un traitement pour la faire disparaître? Bon, c'est une très bonne question. C'est une très bonne Merci. question parce que il y a des gens qui n'aiment pas les anti-infectieux de type allopathique, antibiotiques, antiviraux, antiparasitaires, et je les comprends parce que ce sont des médicaments qui ont toujours beaucoup d'effets secondaires et qui nous détraquent et qui donnent des troubles digestifs, qui abîment le microbiote, qui ont une certaine toxicité souvent réversible et qui nous rendent mal. Mais ce qu'il faut pour guérir, c'est reconstituer le système immunitaire. Mais ça sera plus long, parce qu'avec les anti-infectieux, eh bien, on tape fort, on va quand même éliminer des particules virales, et puis, bon, toutes ces bactéries de co-infection, les mycoplasma pneumoniae, les chlamydophila pneumoniae, enfin, toutes ces bactéries intracellulaires, des rickettsia éventuellement. Alors, justement, ce sont des bactéries qui étaient souvent latentes dans notre corps et qui vont profiter de l'infection virale par le SARS-CoV-2 pour se réactiver. Et voilà ce qui se passe. Et donc, il y a eu une réactivation de tas de choses. Et puis, alors, il y a des réactivations d'anciens virus. Alors, il y a des malades qui me disent, oh, mon médecin m'a fait une prise de sang et alors j'ai de l'Epstein-Barr et j'ai de la mononucléose infectieuse. Mais non, mais c'est parce que le virus, il était dans votre corps, il était en latence virale depuis l'âge de 17 ans, et puis qui profite de la SARS-CoV-2 pour se répliquer, c'est tout. Mais ce sont des phénomènes de satellites, d'accompagnement. Mais, et puis il y a l'herpès, souvent, c'est Voilà, c'est ça le problème. réactivé. Donc, il faut absolument agir sur l'immunité. Alors, bon, moi, je n'ai pas de compétences en phytothérapie, mais il y a des gens qui sont extrêmement compétents en phytothérapie, en aromathérapie, l'hygiène de vie, le sommeil, des repas, fruits, légumes, et aussi bio que possible. Mais c'est très, très long. Il faut restaurer son immunité. Mais je pense que sans aucun anti-infectieux, c'est difficile, mais ça doit être possible. Alors, bon, on m'a cité des tas de méthodes, alors je vous les cite quand même. Euh, pour des maladies un peu différentes, mais euh, alors, quand je vais vous les citer, vous allez me dire, mais c'est pas sérieux, c'est des méthodes de charlatans. Alors évidemment, c'est ce que mes collègues infectiologues en titre dans les chefs de service me disent, mais bon, euh, l'acupuncture, l'auriculothérapie, la réflexologie plantaire, la biorésonance,
Quand des gens me disent qu'ils ont été améliorés par ces techniques, bah, je suis bien obligé de les croire. Alors il y a des gens qui disent avoir guéri par un jeûne prolongé, un jeûne total, hein. Jeûne total prolongé, c'est ce qu'on appelle l'autophagie, hein, c'est ce qui va déclencher une cétogénèse au bout de 2 à 3 jours. Et il y a des gens qui disent avoir été considérablement améliorés dans la Covid prolongée par un jeûne total pendant 3 ou 4 jours. Voilà, donc il y a énormément de possibilités. L'hypnose, je ne sais pas très bien ce que ça peut apporter. Est-ce que ça améliore l'immunité? Parce que ce qu'il faut bien comprendre dans tout ça, c'est que il faut stimuler l'immunité. Et puis, il faut aussi également savoir que le corps humain est une machine extraordinaire qui a une capacité d'auto-guérison. Et c'est ce qu'on fait en acupuncture, en auriculothérapie, en réflexologie plantaire. C'est qu'on va activer certains filets nerveux végétatifs qui vont avoir un effet de boostage formidable du système immunitaire. On ne sait pas pourquoi, mais ça marche. Voilà. Ça va doper le système immunitaire. On a appuyé sur le bon fil électrique et ça va donner une puissance phénoménale au système immunitaire. Donc il y a énormément de choses. Moi, ce que je sais, c'est les anti-infectieux, hein. Ivermectine, clarithromycine, etc. Alors là, la cortisone, dexaméthasone, c'est controversé, mais je lisais encore cet après-midi, l'OMS la conseille souvent. Enfin, l'OMS la conseille dans la phase aiguë, hein, surtout dans la phase aiguë. Voilà, c'est-à-dire la première semaine avant que n'apparaissent ces phénomènes inflammatoires très forts. On n'a pas parlé non plus des anti-agrégants plaquettaires ou des anticoagulants, mais là, je pense que dans la Covid prolongée, ils n'ont pas tellement leur place, parce que je ne pense pas qu'on soit à une phase où il y ait beaucoup de thrombose. Mais je peux me tromper. Je peux me tromper. En tout cas, je pense qu'il faut. On en a eu Oui, cette semaine, malheureusement. oui, mais c'est une personne, je crois, qui a fait une thrombose à la phase de Covid aiguë, c'est-à-dire au tout début, et qui se retrouve avec une Covid prolongée avec sa vieille thrombose, si j'ai bien compris. Elle avait une forme mineure de Covid initiale, hein. Oui, oui, c'est ça. C'était une forme mineure et les symptômes sont arrivés 2 ou 3 mois plus tard. Elle n'avait pas fait une force grave en Oui, forme oui. initiale. Oui, Et j'ai vu d'autres cas, hein. C'est pour ça que c'est traître les formes mineures. il faut surveiller quand même ces thrombus, même au long Pas les tests terme, parce qu'on a d'hémostase. eu des cas. Oui. Oui, oui, oui. Alors, Des si je dimères, peux tests me d'hémostase. permettre, Oui, par rapport aux jeunes, il faut, pour ceux qui seraient tentés, parce que je l'ai déjà vu évoquer dans le groupe aussi, il faut avoir fait un bilan thyroïdien sérieux avant pour voir s'il n'y a pas oui, d'hypothyroïdie qui se soit installée post-Covid, parce qu'on avait travaillé, l'UPGCS avait travaillé avec un groupe de chercheurs sur le jeûne et on a constaté qu'un jeûne de plus de 13 heures chez un malade thyroïdien vient complètement désorganiser son système Ah, thyroïdien. d'accord, très bien. Donc, il faut quand même être très, très vigilant pour D'accord. ceux qui sont en hypothyroïdie certaine ou en une Je, hypothyroïdie latente. l'attente. Le jeûne est dangereux Oui, au pour la niveau, thyroïde. oui, Oh, oui, parce qu'il y a eu, ils avaient fait des recherches et sur un sujet sain qui n'avait aucune infection et il avait son système thyroïdien complètement déséquilibré par le jeûne oui, oui. complet. Stéphane? C'est, oui, oui, oui. C'est bon à savoir. Juste la thyroïde. La thyroïde, pourquoi elle trinque en cas de Covid? Parce que c'est une toute petite glande à la base du larynx qui est fragile. Euh, c'est c'est très fragile la thyroïde. C'est une petite glande très noble, mais qui est extrêmement fragile. Et dans beaucoup d'infections, elle va trinquer. C'est-à-dire qu'elle va être attaquée. Et puis on va avoir parfois de l'inflammation, parfois une hypothyroïdie, etc. Et puis il faut faire attention aussi au surrénal,
parce qu'on a parfois une hypocortisolémie ça peut arriver dans la Covid prolongée. Oui, Claude, je t'écoute. Oui, à propos des cas cliniques de personnes qui font des Covid longs, on observe qu'il y a beaucoup de femmes par Oui, rapport, aux hommes oui. et on remarque que, souvent c'était sur des terrains hypothyroïdiens justement Ah, oui. et est-ce que, parce que Ah, nous on a travaillé sur des relations, si tu veux, hypothyroïdie et fièvre du postpartum. Est-ce que justement, il y a une piste parce que, Péronne me disait qu'il avait traité des Hashimoto avec des antibiotiques justement et qui avait bien rétrocédé. C'est rigolo, hein? Il nous a dit ça l'autre soir. Il y avait Annie d'ailleurs qui était là, oui, mais moi, je savais tu sais, Claude, quand on parle de maladie auto-immune, bah, on sait pas ce qu'on dit, parce que et je vois pas pourquoi le système immunitaire se mettrait à nous agresser. Il y a toujours une infection sous-jacente, c'est évident. Et et donc, et et voilà. pour donner une information aux personnes qui Oui, écoutent, oui. c'est que les seules bactéries qui sont capables de donner des auto-anticorps, ce sont en général des bactéries qui sont capables d'adopter un système d'évitement. C'est-à-dire que pour échapper à notre système immunitaire, elles se, elles se drapent d'antigènes voisins de notre organisme. Et ce qui fait que c'est notre organisme qui synthétise à ce moment-là des auto-anticorps. Mm. Et dans les Covid longs, il paraît qu'il y a beaucoup d'auto-anticorps. Ce sont Oui, des... oui, quand on dose des anticorps antinucléaires, c'est vrai on en trouve, oui, oui, tout à fait. Tout à fait. Et donc, tu fais bien d'en parler, Claude, parce que les hormones thyroïdiennes interviennent aussi dans l'immunité, bien entendu. Exactement. Bien entendu. Ouais. La thyroïde, c'est vraiment un organe très, très, très fragile. Très fragile. Moi, je voulais dire un petit truc. Je pense si on doit traiter un Covid long, plus on le traite tôt, mieux c'est. Oui. Ah oui, bien sûr, oui. Parce qu'en fait, si on laisse un Covid long à 1 an, il sera plus difficile vraiment à traiter que si on le fait dans les 3 mois, par exemple. Moi, j'ai l'expérience, ou même avant, c'est pas un Covid long, mais quand il y a des signes qui persistent au bout de 2 mois, c'est pas un Covid long forcément, mais on peut Oui. considérer qu'on peut le traiter. Et si on lui donne le traitement plus tôt, surtout quand il y a des signes digestifs, parce que moi je suis dedans, et ben en fait, même en modifiant le microbiote, on sait qu'on va le modifier, c'est vrai, mais même en le modifiant, ben, ça vaut le coup de tenter un traitement. Et moi, j'ai eu des malades qui étaient très mal, des infirmières en particulier parce qu'ils me connaissent, ils sont venus me voir et j'aurais donné un traitement et ils se sont très nettement améliorés, alors qu'ils étaient Oui, oui. au fond de leur lit. À ce C'est sujet, juste, il faut Stéphane, traiter. à ce Oui. sujet, je pense qu'on pourrait donner comme information aussi que sur les 4050 patients traités par le collectif de médecins qui ont traité dès les premiers symptômes le Covid, notamment aux antibiotiques, aux Oui, oui. macrolides, il y a eu très, très, très peu de Covid long. On a Oui. moins de 1% de Covid long dès que les malades, sur les 4000 cas étudiés, quand les personnes sont traitées dès les premiers symptômes. Évidemment. Et c'est pour ça, ce qui se passe en Ça peut être France. pareil pour la récidive. Hein. Comme dit Oui. Guy, là j'ai rebondi là-dessus parce que c'est ce que vient de dire Guy, c'est peut-être dès qu'il y a les premiers symptômes sur une rechute ou sur une récidive, peut-être à ce moment-là retraité. Moi, c'est ce que j'ai fait pour Voilà. moi. J'avais une Covid courte et j'ai fait une rechute. Je ne crois pas m'être réinfecté parce que vraiment, je fais très attention et je pense que j'ai fait une rechute. La Une seule, réactivation. une réactivation, oui. Oui. Le seul apport exogène qui pourrait être contaminant, ce sont les fruits surgelés parce que moi, je mange beaucoup de fruits. Et le froid négatif conserve très très bien les virus. Et oui, et oui. Eh bien oui. Bien Or, sûr. je consomme des framboises surgelées, je les achète en paquet, et puis c'est pas cuit au départ, et à l'arrivée non plus, soit on les passe un peu au micro-ondes, soit on les laisse dégeler. Or, dans les laboratoires de préparation agroalimentaire,
Normalement, il doit mettre un masque, mais bon, il suffit qu'il y ait, bah oui, parce que j'en ai déjà vu, il suffit qu'il y ait un ouvrier qui n'ait pas mis son masque et qui soit contagieux, eh Bien bien, sûr. il parle à l'autre, ah, tiens, qu'est-ce que tu fais, toi, ce week-end? Il envoie ses micro-gouttelettes chargées de SARS-CoV-2 sur les framboises, il les congèle, les virus adorent le froid. Et puis et après, on se contamine. Et quelqu'un en a parlé récemment, un médecin du travail qui a attiré l'attention sur le problème des surgelés. Ce sont Ouais. tous les surgelés qui ne sont pas cuits et qu'on ne cuit pas. Par exemple, les crèmes dessert, les crèmes glacées et puis les fruits. Voilà. Mhm. Alors, si je Notre... peux me permettre, je vais faire l'interprète là des questions qui sont posées sur le côté. Une malade dit, alors on ne s'en sort pas après un an. Mais si on vient de vous dire, dès qu'il y a et vous me reprenez, hein, messieurs, si je Il dis une faut traiter. bêtise, Ouais. si on a une réinfection, si on est avec des symptômes trop persistants, même à plus d'un an, ça vaut Ça le vaut le coup coup. de tenter Oui. les traitements. Certainement, et si je me trompe, vous m'interpellez, hein, docteur Gaillet, certainement qu'il faudra prendre les traitements en Covid long plus longtemps Ah que oui. si on les avait pris Oui. tout de suite en début de Covid long. Donc là, maintenant, il faut s'attendre à avoir des traitements longs qu'on reprendra plusieurs fois, mais on y arrivera. Donc, surtout, ne portons pas ce message de dire qu'il n'y a plus rien à faire. Il y a C'est toujours faux. quelque chose à faire. Il y aura des choses à faire. On est en train de réfléchir justement avec Ludivine sur un projet pour essayer de faire entrer un peu plus des zooms interactifs sur les médecines alternatives, complémentaires, d'avoir des kinés. On réinvitera les réflexologues à venir parler de leur travail. On a mis en place un partenariat avec l'école de réflexologie de Mme Breton, Ah, qui va voilà. proposer des séances gratuites pour lutter contre l'anosmie et l'agueusie en Covid long. On est en train de faire tout ça, mais on est peu nombreuses. On fait le maximum, je vous promets, mais on va donner un maximum d'informations et on aidera parce que oui, il y aura la guérison à la fin, mais on a évoqué dans la réunion avec Claude le cas de la maladie Ebola, où il y a cette persistance virale et qui est restée chez les malades quasiment pendant 18 mois. Oui, oui. Eh bien, nous sommes à un an, alors on se dit, on prend notre courage au bout, mais l'avenir avec le grand soleil est au bout de tout ce travail qu'on va mener ensemble. Et vous voyez qu'il y a une belle équipe engagée autour. Après, il y avait des questions sur la plus spécifique sur les maladies thyroïdiennes. Effectivement, cette infection Covid a déclenché des hypothyroïdies, des hyperthyroïdies, des thyroïdites de Kervin. Et forcément, chez les malades Hashimoto qui ont déjà des pics inflammatoires, ces pics inflammatoires ont été majorés. Donc, quand c'est comme ça, il faut que l'observation médicale porte et sur l'inflammation Covid long et en même temps sur l'observation très fine de l'équilibre thyroïdien. Forcément, c'est un peu plus compliqué pour les malades d'Hashimoto. Il y a Émilie qui gentiment lève la main depuis tout à l'heure si elle veut poser sa question. Et voyez là, vous avez la voix d'une Covid long qui commence à avoir son coup de fatigue. Ma voix s'éraille. Émilie avait levé la main. Oui, merci Annie. Bonjour, bonjour tout le monde, bonjour docteur. Bonjour. Bonjour, j'avais une question sur l'immunité et la séroconversion plus particulièrement. Moi, j'ai fait une sérologie assez rapidement, on va dire, au bout d'un mois et demi, qui était négative, qui a toujours été négative. C'était le professeur Perron d'ailleurs qui avait dit que dans son service,
parmi les gens hospitalisés, donc il y avait eu une PCR positive, il y en avait, alors je ne sais plus, c'était entre un tiers et 50% chez lesquels, avec les tests en vigueur, ils n'avaient jamais trouvé d'anticorps. Et moi, ce que j'avais lu dans les publications, dans quelques publications, ils expliquaient comment, notamment le variant de Mars, arrivait à perturber la réponse immunitaire, à la fois l'humorale et la cellulaire qui sont liées de toute façon. Et pour la réponse humorale, le virus apparemment piraterait le métabolisme de l'hème, où il prendrait la place d'un ion fer. C'est pour ça qu'on aurait observé du relargage du fer. Ça a été décrit assez tôt. En piratant le métabolisme de l'hème, ces épitopes deviendraient invisibles et ils n'arriveraient, et le système immunitaire ne le détecterait pas. Quand également une cellule est infectée, il arriverait à enlever le signal comme quoi la cellule est infectée. Et enfin, ça je l'avais lu aussi en avril dans le Journal international de la médecine, on a vite dit que les gens du groupe A et du groupe AB, donc ceux qui ont au niveau de leurs cellules rhésus des marqueurs correspondants, que le virus arriverait à sa surface à produire un antigène proche de ceux qui sont sur le rhésus des cellules de personnes de groupe A, donc qui serait le moins prompt à se défendre. Donc, ce que j'avais lu de toutes ces études et notamment sur le variant de Mars, qui aurait une séroconversion qui ne se passerait pas du tout. On m'a aussi fait faire des tests en recherche de l'immunité cellulaire et les premiers résultats qui sont sortis chez les Covid longs par rapport à des gens qui sont en rémission. En tout cas, l'infectiologue que je vais voir appelle ça rémission plutôt Oui, c'est ça. que guérison. Et moi, je l'ai tout de suite appelé rémission. Donc, ils avaient une immunité cellulaire. C'est Pasteur qui a fait ces analyses assez bonnes. Ils avaient 3 petits plus. Et nous, les Covid longs qui galérions, chez un tiers, bon, c'était sur quelques patients seulement, il y avait une immunité cellulaire inexistante. Et chez 2 tiers, nous avions une très faible immunité cellulaire. Alors, ce n'était pas une immunité cellulaire faite selon des tests assez fréquents, mais c'est Pasteur qui a fait une immunité cellulaire assez poussée. Donc, je pense, et apparemment, cette particularité de bloquer la réponse cellulaire se voit plus chez le variant de Mars qu'elle s'est vu chez d'autres variants après. Je pense que c'est aussi une des raisons pour lesquelles nous galérons fort. Après, certains ont séroconverti, mais on ne sait pas si c'est de neutralisants ou etc. Et ils galèrent aussi. Mais moi, j'ai vraiment l'impression, j'ai été énormément traitée par antibiotiques par un médecin de ma famille. Et honnêtement, hors les phases antibiotiques, je ne faisais que m'aggraver. Mais m'aggraver de façon, le truc me bouffait Hors les le phases cerveau, tout. antibiotiques, d'accord. Donc, ouais, aux antibiotiques, énormément d'antibiotiques. Dès que je les arrêtais, hors période antibiotique, ça ne faisait que progresser. Perte de quelque chose, brûlure dans le corps, décharge électrique, perte du goût, dès qu'il y avait reprise d'antibiotiques, ça stoppait. Donc ça confirme. Ouais. Donc, au niveau de l'immunité, mais le problème, c'est que hors antibio, ça part en cacahuète. Donc, le système immunitaire, voilà, ça, je pense que le virus est de toute façon particulier, et il y a des gens chez qui la réponse est bloquée, quoi. Donc, Merci pour ces informations précises et utiles. Oui. Donc, oui. Je ne sais pas si l'évolution est pareille pour ces personnes dont la réponse immunitaire est contrariée, on va dire. Je ne sais pas. Oui, en tout cas, bon, vous avez bien fait de dire que on peut être immunisé sans avoir forcément un taux d'anticorps élevé, même on peut avoir un taux d'anticorps non détectable et puis avoir une immunité cellulaire qui fonctionne bien. Alors, pour le coup, ceux chez qui l'examen a été fait chez Covid long, ils n'ont pas d'immunité cellulaire non plus. Oui. Ceux qui a est très faible. Donc, dans le cas des Covid longs, oui. Ça, dans le cas ça confirme le grand affaiblissement du système immunitaire. Ouais. Exactement. Oui, c'est ce que je me disais aussi. Oui, oui. Et c'est pour ça que les gens ne guérissent pas. Ben oui.
Non, tout à fait. Mais est-ce qu'il y a l'affaiblissement du système immunitaire qui est une... Enfin, moi, je ne suis pas du tout immunodéprimée, je suis complètement immunocompétente. Mon ami qui a le Covid aussi a un système immunitaire en béton. On est tous les deux du groupe A, donc un groupe plutôt désavantagé. Alors, il y a le système immunitaire, mais je pense aussi, dans ces publications que j'ai lues, à une particularité vraiment intrinsèque au fonctionnement du virus qui, chez certaines personnes, et notamment au groupe sanguin, est capable de contourner cette réponse immunitaire et de se rendre presque indétectable à une étape. Il bloque la réponse en interférant dans toute la cascade de... Je sais pas. Les Chinois, à un certain moment, donnent des... Alors, ils ont traité, là, le professeur Perron l'a dit, et c'est vrai, moi j'ai un ami en Chine, ils ont traité par anti-VIH, par antirétroviraux VIH, mais ils donnent assez vite aussi, par inhalation, notamment des interférons. Pour, Bah, je crois il faut tout essayer. Et puis, on n'a pas le choix, hein. Il faut absolument faire tout pour améliorer les gens, les mettre en rémission. ouais, c'est compliqué. Parce que Oui, si le système immunitaire ouais. est à ce point-là perturbé, on ne peut compter que sur des anti-infectieux, antiviraux, Bon, pas forcément. Et on trouvera peut-être un nouveau médicament, un nouveau procédé. C'est quand même une épidémie mondiale. La recherche, je pense que maintenant, la recherche, elle va être très active quant à la pathogénèse du virus. On va tout faire pour savoir exactement ce qui se passe, pour essayer d'améliorer les gens. Parce que, de toute façon, on n'est pas sorti de l'épidémie. Donc, il faut absolument qu'on progresse pour mieux savoir soigner les gens à tous les stades. La preuve, les travaux auxquels qui participent, qui sont menés par Claude Escarguel et Christian Perron et Dr Mena, etc. Enfin, les gens qui font de la recherche. Puis je crois aussi qu'il y a Alexis Lacoute aussi. Oui. Ouais. Pour répondre à cette dame, si l'hypothèse que l'on émet de pénétration du virus dans les mycoplasmes, qu'ils soient pulmonaires ou autres, et effectivement que le système immunitaire ne le reconnaît pas, puisque le mycoplasme par lui-même, si le virus repique à l'intérieur du mycoplasme, ça c'est une dernière publication italienne qui aurait montré qu'il agirait comme un bactériophage-like. Ouais, il est je l'ai évident vu, qu'à ouais. l'intérieur des germes de crypto-infection, On ne le trouvera pas, oui. et il ne donnera pas de réponse immunitaire, puisqu'il Mais est oui. le germe lui-même de crypto-infection est nidé et caché du système immunitaire. Ouais, ouais. Mais vous parliez, docteur Espargel, de refaire à des moments précis des tests PCR. Vous en parliez au tout début quand le docteur Gaillet évoquait qu'il Oui, avait alors été patient. aujourd'hui, il y a des hypothèses d'exploration, notamment au niveau de l'épithélium vasculaire et aussi des selles et des urines. Alors pour le moment, rien n'a été fait, hein. Mais comme on a recherché les virus à l'intérieur des eaux usées, on peut rechercher les virus, c'est un peu l'objectif qu'on s'est donné, de le rechercher dans les prélèvements où d'habitude on ne le recherche pas, puisqu'on sait qu'au niveau laryngé, il n'y est plus depuis longtemps. Il y est en début Est-ce que de vous aviez, pathologie, début de maladie, est-ce que mais vous aviez vu après il disparaît très fréquemment de la zone oropharyngée. est-ce que vous aviez vu fin novembre une étude qui a été prépubliée, qui a été faite par l'Hôtel-Dieu et par la Riboisière, qui indiquait que la persistance de la modification du goût et de l'odorat indiquait la persistance virale. Ils ont pris au départ des patients intrigués de la modification du goût et de l'odorat. Ils ont fait des tests PCR et des prélèvements beaucoup plus hauts près des fentes nasales, en fait. Oui, oui, Euh, oui, j'en ai entendu parler. Et et effectivement, on les retrouve beaucoup plus haut. Ils ont retrouvé. voilà. Absolument. En fait, J'en ai moi, entendu parler. je suis une de ces patientes je suis une de ces patientes et je me plaignais d'un grouillement au niveau des fentes olfactives. Et quand on m'a fait la PCR ce même jour-là, au bout de 4 mois et demi, elle était négative.
au niveau des fentes nasales, j'avais à 4 mois et demi une très forte charge virale et je sentais parfaitement, je sens le grument à ce niveau-là. Donc, dans cette étude, on m'a fait le prélèvement à la riboisière. C'était fin juillet, elle a été publiée en novembre, enfin pré-publiée. Il y a le protocole qui est décrit, c'est pas compliqué, hein. On nous a fait, moi, comme chez le dentiste, on m'a fait à la lidocaïne, une anesthésie. Ensuite, une ORL est montée assez haut, mais le protocole est très simplement décrit dans la prépublication. Je me demande pourquoi personne ne l'a répété, parce que c'est très facile à faire. Et chez vous, Et en fait, ils l'ont trouvé positif, le prélèvement? Chez vous? oui, énormément. Ils l'ont trouvé positif chez tous ceux chez qui ça a été prélevé. Dans Oui, oui. l'étude, n'ont pas été montrés, parce qu'en fait, ils l'ont même fait chez des gens qui n'avaient pas eu perdu le goût et l'odorat. Ils Oui, les oui. ont pas mis dans cette étude, parce que l'étude, s'intéressait à la perte du goût et de l'odorat. Moi, je l'ai très faiblement perdu, l'odorat. Et chez les patients qui n'avaient pas perdu le goût et l'odorat, c'était pareil. Donc en fait, au niveau de cet épithélium olfactif, et on est énormément de patients à décrire qu'on a une narine bouchée, moi c'est faiblement, mais avec un mucus, qu'on sent quelque chose qui est inflammé. Moi j'ai une narine complètement inflammée. Oui, oui. Et en fait, c'est là où ils ont prélevé. Je suis sûre que l'épithélium olfactif est un site de persistance. Et moi, tant que j'ai cette narine complètement inflammée, il y en a une qui est complètement réduite de l'extérieur, je suis sûre qu'il y a une persistance à ce niveau-là. Une autre étude est sortie qui disait que l'épithélium olfactif était complètement déstructuré. Ils nous ont analysé d'ailleurs des morceaux de ce qu'ils ont prélevé et ils ont répliqué, l'Institut Pasteur a répliqué chez des hamsters syriens et ils ont montré que dans ces cas-là, il y avait toujours neuroinvasion avec les hypométabolismes constatés. En tout cas, Oui, je ne sais oui. pas pourquoi cette expérience n'est pas répétée parce qu'elle est très simple et le protocole est décrit dedans dans une étude sur C'est à la MedBioArchive Riboisière, du 22 et ans. dans le service d'ORL? Alors, Dans c'est le quel docteur service? Charlotte Hodford qui m'a. En fait, le professeur Salmon de l'Hôtel-Dieu a mené cette étude avec le docteur docteur Charlotte Hodford, ORL à la Riboisière. Et c'est L'ORL de le la docteur Riboisière, d'accord. Hodford voilà, c'est le docteur Hodford qui a fait ses prélèvements, mais c'est Ah ouais. vraiment très artisanal, hein. Un spray de lidocaïne dans le nez avec une petite caméra, elle est montée et c'est sorti il y a déjà 4 mois. Je ne sais pas pourquoi aucun service je suis certaine qu'on trouve le virus à cet endroit-là chez énormément de personnes. Alors que la PCR faite en même temps chez tous les anciens était négative, hein. Moi, je l'ai Ouais, ouais. toujours eu négative, Mmh. la PCR. Et ce que vous disiez dans les selles, en Chine, en France, il y a plusieurs infectiologues qui ont dit que les tests, ils n'arrivaient pas à mettre des tests PCR fiables au niveau des selles, que c'était compliqué. En Chine, c'est leur test de routine. Et il y a un journaliste italien qui a témoigné, qui est arrivé en Italie en étant positif, mais en Chine, asymptomatique. Ils l'ont conduit à 2 heures dans un hôpital construit en 1 semaine l'année dernière. Il avait alors il était enfermé, interdit de sortir. Tous les jours, il avait prélèvement de salive, d'urine, et de sel. Là où ça a été le plus longtemps positif, c'était dans ses selles. Ils lui ont proposé de la phytothérapie chinoise, de l'interféron, je crois alpha par inhalation, et une molécule qui est un antiviral russe, utilisé en Russie et en Chine, l'arbidol, qui est de l'imufénovir, qui est donné pour même des grippes, influenza A, etc. Voilà. Alors, ils soignent aussi avec du maroviroc parfois et d'autres anti-VIH, mais ils font attention à ce qu'ils donnent aux étrangers qui arrivent parce qu'ils savent que l'info sortira. Donc voilà, Mhm. ils lui ont donné de l'immunofénovir, interféron et phytothérapie chinoise. Non, non, mais c'est intéressant, merci. Merci. Plusieurs Annie, participants s'inquiètent pour vous, docteur Gaillet. Si vous êtes trop fatigué, vous pouvez nous abandonner, hein. oui, je crois parce que là, je souffre beaucoup, là. On le voit, Mmh. donc d'autant plus qu'après, les autres questions sont plus sur l'information des médecins. Et là, je peux donner les renseignements puisqu'on a eu le mail de la DGS. Donc, si vous avez besoin de vous reposer, on Oui, vous remercie. oui, Et oui, oui.
Il y a Christophe et Guy qui prennent le relais. Voilà, Bonne Christophe, soirée. Guy, Bonne Claude soirée. font Repose-toi, venir en Stéphane. renfort. Merci Annie, donc je vais Bonsoir. aller me Merci, reposer et puis bonsoir. à bientôt. Et À bientôt. merci pour cette réunion. Merci. Bonne